je vous propose de démarrer. Chère Françoise, the floor is yours. Thank you, cher Thierry. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Bon, 100 jours après la mise en œuvre du Brexit, il nous a semblé intéressant au Cross Channel Institute de faire le point sur la situation des relations économiques, du Royaume-Uni avec ses différents partenaires de l'eurozone, ainsi que du grand ami américain. Bien évidemment, en tenant compte des effets du Covid qui ont aussi un impact majeur sur la croissance et sur l'activité économique en général. Et nous avons demandé à Anna Boata, directeur du département recherche macroéconomique à Euler Hermès, de partager avec nous son analyse non seulement de cette mise en œuvre et des impacts de cette mise en œuvre du Brexit sur les relations et la croissance économique européenne, mais également en tenant compte des différentes contraintes en termes de, notamment, confidence des consommateurs, des confidences des entrepreneurs et des entreprises pour investir, du développement du commerce international, et là, l'impact Covid est certain, des tensions logistiques, et tout ça dans le cadre de cette pandémie qui, on le voit bien, ne pourra s'arrêter qu'avec la vaccination, et où on a également ressenti que le Royaume-Uni a certainement pris de l'avance par un certain nombre d'économies européennes et de pays européens. La session sera également animée par Charles Lickfield, qui est un jeune économiste, qui est déjà intervenu au Cross Channel Institute et qui est un ancien de l'Eurasia, qui animera cette session avec Anna Boata. Et je leur laisse la parole. Merci beaucoup Françoise pour cette belle introduction et bonjour à tout le monde. Effectivement, 100 jours après le Brexit, c'est un petit peu la course à la reprise. La course à la reprise après la pandémie, la course à la vaccination, la course aux effets de rattrapage pour la consommation des ménages, mais aussi pour l'investissement des entreprises. Et dans tout ça, évidemment, le Brexit, qui forcément a des impacts négatifs qu'on a pu déjà voir dans les chiffres de janvier, mais qui va continuer à avoir un impact négatif. Bon, si on parle un petit peu de vaccination sur la prochaine slide, je voulais justement mettre en avant ce que Françoise disait sur vraiment bon, il y a un petit problème de graphique de ce que je vois, mais en tout cas, je peux vous le raconter. Évidemment, le Royaume-Uni, les États-Unis, sans parler d'Israël, ont vraiment un coup d'avance sur la vaccination. Aujourd'hui, le Royaume-Uni va atteindre l'immunité collective, 70% de la population vaccinée en mai 2021. Ce n'est pas le cas pour les autres pays européens, puisque aujourd'hui, par rapport à la cible de la Commission européenne qui était vacciner 70% de la population d'ici fin été, on n'y est pas encore, donc on a 7 semaines de retard. 7 semaines de retard qui sont dues à des problèmes d'offres, mais qui peuvent aussi par la suite être dues à des problèmes de distribution et même de confiance. Donc, effectivement, on a maintenant cette divergence dans la vaccination et du coup aussi dans les effets de rattrapage, puisque vous voyez sur le graphique de droite, le plus vite on vaccine, donc la part de la population vaccinée par jour, le plus elle est élevée, le plus on peut effectivement rattraper ces pertes, ce qu'on appelle le output gap, depuis le début de la pandémie. Et on voit bien que le Royaume-Uni, c'est celui qui a enregistré le plus de pertes. Effectivement, sur la reprise, dans quelle situation on se situe? Aujourd'hui, on se situe toujours dans une situation hétérogène, ce qu'on appelle la forme du K, puisqu'il y a des secteurs qui continuent à croître, les secteurs qui n'ont plus été fermés, ni pendant le 2e ou le 3e confinement, et des secteurs qui ont été stimulés par les différents dispositifs mis en place par les États et par la politique monétaire. Et vous voyez à quel point la reprise dans le secteur du manufacturier, mais aussi dans le secteur de la construction, tout ce qui est la partie résidentielle, à quel point cette reprise a été forte.
C'est vrai qu'on a un petit essoufflement vers les derniers mois dans la production manufacturière, mais on verra plus tard, c'est dû aussi à des points de blocage sur les chaînes de valeur mondiales. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans cette reprise en V. Alors que sur les services, on est toujours sur des fortes baisses dues évidemment au confinement. Et dans l'ensemble, on a à peu près 20% de l'économie qui ne fonctionne pas normalement et qui est plus ou moins fermée. Et donc, qui va avoir effectivement des effets de rattrapage grâce à la vaccination et à la réouverture, mais qui prendra beaucoup plus de temps avant de retrouver les niveaux d'avant-crise qu'on n'attend pas avant 2023 pour certains, même 2024 si on pense au transport aérien par exemple. Sur la slide d'après, je voulais vraiment faire un focus sur le consommateur parce que c'est très intéressant ce qui se passe au Royaume-Uni par rapport à la France, par exemple. Alors qu'en France, les consommateurs sont encore très pessimistes, malgré tous les dispositifs étatiques, malgré le fait que le chômage partiel est prolongé, que l'État est derrière pour empêcher les pertes d'emploi. En France, on a encore ce pessimisme quant à la situation financière, quant au taux de chômage, et puis une forte volonté du Français à épargner. Alors qu'au Royaume-Uni, on voit déjà qu'on a un début de renversement de tendance avec une amélioration de la confiance des ménages, même si en part, on a toujours plus de consommateurs qui sont pessimistes qu'optimistes. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir sur le graphique de droite qu'effectivement, ceux qui sont inquiets, disons, par rapport au chômage, ils le sont dans une moindre mesure. On verra plus tard, mais le gouvernement a prolongé le chômage partiel jusqu'à fin septembre et pareil, a réitéré son soutien pour empêcher des pertes d'emploi. Et on voit aussi que le consommateur est plus à l'aise à dire qu'il va vouloir acheter des biens qui sont plus chers, ce qu'on appelle major purchases. Et aussi, ça tient à la consommation, mais ça tient aussi à l'investissement, par exemple au marché résidentiel. Et pareil, il est plus confiant sur la situation économique dans les 12 prochains mois. Et donc, c'est important parce que sur la slide d'après, on simule l'excès d'épargne des ménages. Et aujourd'hui, cet excès d'épargne, il est très haut, que ce soit du côté des ménages, mais aussi des entreprises, voire des États qui ont émis de la dette, mais qui n'ont pas tout consommé. Et donc, la question se pose pour 2021 et 2022, à quelle vitesse on va réduire cet excès d'épargne, à quelle vitesse cet excès d'épargne va se transformer en consommation ou en investissement. Et là, vous avez un petit peu nos simulations du côté des ménages. Donc, effectivement, pour le Royaume-Uni, on peut attendre environ 2% du PIB, la moitié en consommation directe et l'autre moitié en consommation à l'étranger, par exemple, tout ce qui est tourisme, mais aussi investissement, par exemple, le résidentiel. Effectivement, on est sur des niveaux moins élevés que les États-Unis, mais en tout cas, il faut aussi savoir qu'au Royaume-Uni, on n'est pas forcément habitué à épargner. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, la réouverture de l'économie grâce à cette vaccination plus rapide devrait en fait permettre la consommation de cet excès d'épargne plus rapide que dans d'autres pays européens. En France, on est aussi sur des niveaux élevés. Déjà, de base, on était sur des niveaux plus élevés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a encore un petit peu de risque à la hausse, si on peut l'appeler comme ça, pour 2022, puisqu'on ne va pas arriver à dépenser tout cet excès d'épargne en 2021. Donc, à peu près 35-40% de cet excès d'épargne est encore là pour 2022. Donc, c'est juste une question de temps, de mesures publiques et de confiance afin que cet excès d'épargne soit vraiment utilisé dans son intégralité. Et du côté des entreprises, sur la slide d'après, on voit aussi qu'on est sur des montants assez élevés. Ce qu'on montre ici, en fait, c'est la situation des dépôts des entreprises non financières à fin janvier 2021. Donc, c'est en fait l'augmentation de leurs dépôts bancaires depuis décembre 2019, qui était l'avant-crise pour nous. Et en fait, à ça, on se dit, bon, quelle est la situation vraiment d'excès de cash des entreprises? Et l'excès de cash, c'est la barre jaune, en fait, parce qu'il faut évidemment regarder ce que les entreprises doivent repayer en termes de taxes et de charges, ce qui a été décalé, disons, par rapport à 2020. Et aussi, il faut aussi se dire qu'en période de reprise, normalement, le BFR
les besoins en fonds de roulement augmentent puisque les entreprises font des stocks, parce qu'il y a une moins forte discipline de paiement puisqu'on est moins inquiet par rapport à l'environnement économique. Et donc, quand on soustrait tout ça, on arrive effectivement au Royaume-Uni à 101,4 milliards de livres sterling. En France, à presque 98 milliards d'euros. Donc, en fait, on est sur des montants d'excès de liquidité entre 5-6% du PIB. Donc, pareil, comme pour les ménages, on est sur des montants très élevés. Après, évidemment, cet excès de cash pourrait se transformer dans de l'investissement direct et productif, puisqu'on a toujours envie de digitaliser plus notre appareil productif, parce qu'on a besoin d'augmenter notre capacité de production, mais ça peut aussi se transformer dans des fusions-acquisitions, puisqu'aujourd'hui, on est dans un environnement où la liquidité est là, où il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les entreprises et même au sein du même secteur. Donc, il peut y avoir des consolidations qui peuvent s'opérer beaucoup plus en 2021 que l'année dernière, où l'activité était quand même assez à plat. Mais ce que je veux aussi suggérer ici, c'est qu'il ne faut pas se dire qu'on a du cash partout. Évidemment, il y a beaucoup de divergences entre les secteurs. Et vous voyez déjà sur le graphique de droite, c'est une enquête que l'ONS, l'Institut des statistiques anglais, fait assez régulièrement. Donc ça, c'est la dernière qui va jusqu'au 21 mars 2021. Et la situation ne change pas vraiment. On a toujours les mêmes secteurs qui sont en peine de liquidité, donc les secteurs Covid, que ce soit tout ce qui est restauration, tout ce qui est hôtellerie, mais aussi on voit transport, mais aussi on voit la construction, qui est un secteur qui est un petit peu protégé finalement par rapport à cette crise sanitaire. Ça n'a pas été le cas au deuxième trimestre 2020, mais maintenant, il croît assez vite, vous l'avez vu. Mais quand même, on a une situation de pénurie, si on peut dire comme ça, de cash. Et de l'autre côté, on a des secteurs comme le manufacturier, comme l'information et la communication, tout ce qui est lié à la digitalisation, tout ce qui est résidentiel et real estate, qui sont, eux, beaucoup plus riches en cash. Et en France, c'est un petit peu pareil. On a regardé surtout sur la situation PME, grandes entreprises. Évidemment, beaucoup plus de grandes entreprises sont dans une situation d'excès de cash que de PME, et c'est la même situation aussi au Royaume-Uni. Et en termes de secteur, on a le manufacturier, ou alors certains biens de consommation non essentiels, puisque évidemment, le consommateur n'a pas vraiment pu consommer les services, puisqu'on était en confinement ou dans des restrictions très fortes, mais il a augmenté la part de ses dépenses sur des biens, que ce soit des biens d'équipement, de la maison, de décoration, de biens liés vraiment à la crise sanitaire. Donc, on a quand même cette divergence croissante entre les secteurs. Mais en tout cas, globalement, la liquidité est là pour qu'il y ait un début de cycle d'investissement. Et c'est vrai qu'au Royaume-Uni, on est sur une situation où le taux d'utilisation des capacités dans le secteur du manufacturier, vraiment le niveau auquel l'activité opère est très bas. Donc, on a des effets de rattrapage très forts et on pense qu'effectivement, l'investissement, au vu des mesures du gouvernement qu'on va détailler plus tard, au vu de ce niveau d'excès de liquidité, l'investissement devrait croître à 2 chiffres cette année. Donc, c'est plutôt un bon momentum, je dirais, pour l'investissement des entreprises au Royaume-Uni, beaucoup plus fort qu'en France, où on est sur une bonne tendance, mais en tout cas, où il n'y aura pas une dynamique aussi forte. Sur la slide d'après, évidemment, ce n'est pas que le domestique qui compte, c'est aussi l'environnement externe. Et justement, le fait que les Américains reprennent un petit peu le bâton des Chinois et font aujourd'hui un stimulus budgétaire qui est vraiment très élevé en taille, on parle de 9% du PIB. Si on compare 9% du PIB au Royaume-Uni, on est à moins de 2%. En France, on est à 4%. Donc, on voit bien qu'en fait, les États-Unis stimulent l'économie très fortement, probablement un peu trop fortement, mais ce stimulus qui passe beaucoup par des transferts directs vers le consommateur américain va aussi évidemment se transformer dans de l'importation supplémentaire, donc dans une demande additionnelle pour les exportateurs du monde, mais aussi Royaume-Uni et France. Et vous voyez ici sur le graphique, on parle effectivement de 16 milliards de dollars additionnels pour le Royaume-Uni grâce au stimulus Biden et de 10 milliards de dollars pour la France. Et on a évidemment des secteurs qui sont très liés à ce stimulus, à ce transfert de cash vers le consommateur. Donc, que ce soit tout ce qui est équipementier de ménage, tout ce qui est électronique, tout ce qui est auto, mais aussi un petit peu le manufacturier.
Néanmoins, sur la slide d'après, je voulais parler de cette disruption des chaînes de valeur. C'est ce que je vous disais au début, où on voit que le cycle manufacturier s'essouffle un petit peu sur les deux, 3 derniers mois. Et ceci est dû au fait qu'on a aujourd'hui une forte concentration de la demande mondiale sur certains biens et certains biens qui vont aujourd'hui pousser les temps de transport très longs, augmenter le coût de transport et qui génèrent, dans certains cas, si on parle des semi-conducteurs, des pénuries. Et on voit aujourd'hui sur cet indicateur qui nous indique en fait le temps nécessaire pour être livré par notre fournisseur, qu'on est aujourd'hui, du moins en Europe et aux États-Unis, moins au Royaume-Uni, parce qu'on est tombé vraiment très bas en avril 2020, mais on est à des niveaux similaires au pic de la pandémie de 2020. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur mondiales ne fonctionnent pas normalement. Et quand on a ce dysfonctionnement, évidemment, on a une hausse des prix entrants de tout ce qui est bien intermédiaire. Et cette hausse, évidemment, aura un impact aussi sur le volume qui va être échangé, surtout dans cette première moitié de l'année. Vous voyez sur le graphique de droite, on calcule en fait cette perturbation des chaînes de valeur transformée dans du volume de commerce mondial de biens, et on voit que c'est un impact de moins 1,4. Et à ceci se rajoutent évidemment les perturbations qu'on a eues sur le canal de Suez qui finalement ont duré une semaine. Donc, c'est notre simulation, moins 0,3. Donc, on voit bien qu'en fait, finalement, le stimulus Biden ne compense pas entièrement cette perte de vitesse due à ces perturbations sur la chaîne de valeur. Mais globalement, en fait, on devrait quand même être sur une dynamique assez positive sur le commerce mondial, toujours drivé par l'Asie, la Chine, mais aussi les États-Unis grâce au stimulus. Et on devrait croître de 7,9% en volume cette année. Donc, c'est vraiment beaucoup parce qu'avant la crise, la hausse était plutôt de 4. Donc, on est toujours dans un environnement dynamique pour le commerce mondial avec des effets assez forts de rattrapage. Sur la slide d'après, justement, ces tensions de prix, on les voit sur le graphique de gauche. Vous voyez la courbe bleue qui est le Royaume-Uni versus la zone euro. Donc, on est à peu près au même point. Les prix accélèrent au même rythme. Donc, c'est ce qui nous dit. En fait, on ne sait pas exactement la valeur. On ne sait pas vraiment la hausse des prix, mais on sait qu'ils accélèrent très fort. Et ils accélèrent aussi fort que pendant d'autres périodes de reprise, 2016-2017, 2010-2011. Mais ce qui nous intéresse, c'est le différentiel entre les courbes pleines et les courbes pointillées, qui sont en fait juste le pouvoir de pricer ces hausses des prix entrants sur les prix sortants. Et on voit aujourd'hui, parce que la demande mondiale elle est encore très faible, il n'y a pas vraiment de pricing power parce que les prix de vente n'accélèrent pas autant que les prix entrants. Et on le voit aussi sur des enquêtes un petit peu plus spécifiques au Royaume-Uni, avec la part des entreprises qui déclarent avoir subi des hausses de prix pour les biens achetés, donc des biens entrants, par rapport à ceux qui ont pu augmenter leur prix de vente. Donc, on a quand même toujours un décalage qui était là de toute façon depuis un moment, parce que ce pricing power n'a vraiment pas été là, un petit peu en 2017 parce que la reprise était très forte au niveau mondial, mais en tout cas, ça fait un moment finalement que les entreprises souffrent sur leur marge de ce manque de pricing power. Donc, si on regarde le Brexit plus en détail, je voulais vous montrer sur la slide d'après quels sont en fait les challenges que les entreprises, dont les entreprises font face. Et donc, en fait, c'est une enquête qui est pareille, faite sur des périodes récentes. La dernière va jusqu'au 7 mars. Et vous voyez bien qu'en fait, si on compare avec la période précédente, donc 25 janvier, 7 février et 22 février, 7 mars, il n'y a pas des gros changements qui s'opèrent. Les entreprises qui disent ne pas expérimenter des challenges, des défis, sont à peu près au même niveau. La baisse, elle n'est pas vraiment notable. Mais celles, en fait, qui disent que oui, le Brexit leur crée beaucoup plus de bureaucratie, beaucoup plus d'administratif, qui leur changent, en fait, à la hausse les prix de transport, qui réduisent la demande, qui est de la disruption sur vraiment sur l'échange à la douane, c'est un petit peu constant. Donc, en fait,
même si on sait qu'avec le temps, les perturbations dues au Brexit vont s'allévier, pour l'instant, c'est trop tôt. Donc, pour l'instant, étant le 7 mars, c'est encore trop tôt pour voir une amélioration notable. Et on le voit aussi sur le graphique de droite, où on avait eu un petit repli, d'ailleurs un fort repli finalement de ce taux de rejet des transports et des cargos, puisqu'on connaît la problématique des cargos qui ne veulent pas aller au Royaume-Uni pour récupérer, pour livrer de la marchandise parce qu'ils ne sont pas sûrs de partir plein. Et donc, en fait, ce taux de rejet augmente. Et forcément, avec ça, le coût de transport, ce qui est déjà sur le graphique de gauche, augmente aussi. Donc, temps de transport plus élevé, coût de transport plus élevé. Et on voit qu'il y a une légère hausse sur les dernières semaines. Donc, il y a quand même quelque chose qui se perd, qui est probablement dû non seulement au Brexit, mais encore une fois, Brexit couplé avec ces perturbations de chaîne de valeur qu'on voit aujourd'hui et qui ne sont pas facilement réglables puisque c'est un problème mondial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la compétitivité des exportations britanniques? Sur la slide d'après, évidemment, il faut parler des barrières non tarifaires. Et aujourd'hui, c'est encore très difficile de pouvoir savoir à quel niveau ces barrières non tarifaires s'estiment, puisque c'est très différent d'un secteur à l'autre. Mais en tout cas, elles sont à peu près de 10% en moyenne. Donc, ça veut dire que les coûts additionnels sur un produit anglais, britannique qui est exporté sont en moyenne de 10%. Mais à ce coût, évidemment, s'ajoute, donc ce coût peut être translaté sur le bien final, qu'on peut être juste assumé par l'exportateur, mais donc à une marge plus faible. À ceci se rajoute le fait que finalement, contrairement aux attentes, la livre sterling s'apprécie. Et on a eu 3,3% d'appréciation depuis le Brexit, depuis le début de l'année. On est aujourd'hui à environ à 15%. Et ça aussi rend les produits anglais plus chers à l'exportation. Et enfin, on est dans un environnement assez compétitif puisqu'il n'y a pas assez de demande. Donc, on sait aujourd'hui que l'Union européenne est souvent, dans les grands pays du moins, en confinement. Donc, la demande elle est encore fortement perturbée par la crise sanitaire. Et c'est quelque chose qui ne va pas s'arranger tout de suite du fait de ce retard sur la vaccination dont on a parlé au début, les 7 semaines au rythme de vaccination d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant aussi de voir sur le graphique de gauche qu'est-ce qu'on parle, donc qu'est-ce qui est compensé finalement par cette avance dans la vaccination au Royaume-Uni versus des pertes liées au Brexit. Pertes liées en termes d'exportation de biens. Donc, pour l'instant, on n'a que le mois de janvier. Donc, on sait qu'on était à 5,7 milliards de livres de pertes sur les biens. Mais aussi, on a un début de relocalisation de certaines activités dans le secteur financier. On a eu le trading des actions, le trading des dérivés. Et pour l'instant, on est dans une phase de négociation sur le reste des produits pour une équivalence. Ce n'est pas quelque chose qui sera très simple à donner. Et probablement, ils vont continuer à perdre, même si cette année, c'est encore une année un petit peu de transition, puisque la grosse deadline est plutôt en mars 2022. Donc, il y a encore un petit peu le temps. Mais si on simule les pertes sur l'exportation versus les effets de rattrapage liés à la réouverture de l'économie à partir du mois de juin, donc tous les secteurs Covid dont je parlais, à peu près 20% du PIB, on est à peu près à l'équilibre. Donc, on est à peu près à l'équilibre en 2021 parce qu'effectivement, on est en train de bénéficier de ces effets de rattrapage liés à la crise sanitaire. Le moment de vérité peut venir en 2022, évidemment, puisque si les problèmes à la douane ne sont pas réglés, si on a encore des pertes à l'exportation ou une perte de compétitivité, on peut rester encore sur des effets très négatifs Brexit, alors que les effets de rattrapage ne seront pas là. Mais pour l'instant, 2021 cache un petit peu ces impacts négatifs du Brexit. Et sur la slide d'après, vous avez vraiment plus en détail, mais je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais vous voyez effectivement les pertes liées aux exportations de biens vers l'Union européenne et non l'Union européenne. Donc, effectivement, c'est la barre bleue qui se contracte et c'est justement quelque chose qui était attendu et c'est quelque chose qui va perdurer. Nous, dans le dernier rapport qu'on a écrit en janvier sur quelles pourraient être les pertes potentielles sur l'année, on table sur 14 milliards de livres jusqu'à 23 milliards de livres. Donc, en fait, c'est assez large comme perte puisqu'on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre
quelle est la volonté et quel est le rythme auquel le gouvernement anglais va accélérer les travaux à la douane et les investissements en infrastructure à la douane pour vraiment fluidifier aujourd'hui les points de friction qui sont vraiment liés d'un côté à l'incapacité des fois aux entreprises anglaises à s'adapter au nouvel environnement, mais aussi aux perturbations sur le transport. Et vous voyez aussi les secteurs qui ont été les plus touchés. On parle souvent des biens agroalimentaires, mais il y a aussi quelques biens un petit peu liés au cycle manufacturier ou au transport. Et donc, si on va sur la slide d'après, je voulais très rapidement passer en revue ce que les entreprises anglaises multinationales nous ont fait part lors d'une enquête qu'on a menée en novembre 2020 sur leur volonté. Donc, c'était avant le Brexit, mais on savait que le Brexit allait avoir lieu. Quel type d'opération ils vont vouloir faire d'un point de vue relocalisation. C'est le débat qu'on entend tout le temps par rapport évidemment à la crise, par rapport à ces perturbations de chaîne de valeur et plus spécifiquement ici par rapport au Brexit. On a quand même une part assez importante des entreprises anglaises qui voudraient ramener en fait une partie de la production, mais ce n'est pas vraiment ça qui compte. Vous voyez en fait la part pour ramener à la maison, elle est quand même assez faible, mais plutôt la part des entreprises qui veulent chercher des substitutions. Donc, des fournisseurs domestiques plutôt que d'avoir des fournisseurs, comme c'est le cas aujourd'hui européens, voire chinois. Il faut aussi savoir que les entreprises anglaises ont quand même une part assez importante des fournisseurs chinois et forcément, le Brexit a aussi des incidences sur la facilité avec laquelle ils peuvent importer des biens de la Chine. Et donc, on voit bien qu'il y a cette volonté de créer une chaîne de valeur domestique, en tout cas être plus autosuffisant. Et sur la slide d'après, je comprends aussi finalement, quand on regarde les données macro et quand on regarde l'accord Brexit, aujourd'hui, la règle d'origine des biens, Rule of Origin, qui impose en fait aux entreprises anglaises pour pouvoir réexporter dans l'Union européenne à zéro tarif, à ne pas dépasser 45% de la part des biens étrangers dans leur bien final. Et aujourd'hui, on a quand même certains secteurs qui ne respectent pas cette règle. Donc, ce sont des secteurs qu'on connaît, que ce soit dans la métallurgie, dans la chimie, dans la pharmacie, dans le manufacturier dans l'ensemble, dans l'électronique, mais aussi dans l'automobile. Donc, en fait, ce sont quand même des grands secteurs et des grands secteurs qui, dans l'ensemble, que ce soit au Royaume-Uni, mais aussi en Union européenne, on est très dépendant des chaînes de valeur ailleurs, que ce soit régional, mais souvent extra-régional. Et donc là, évidemment, la question se pose, comment on va pouvoir opérer ces changements de la chaîne de valeur anglaise, puisqu'on sait très bien que ça va coûter plus cher de produire au Royaume-Uni. Et là, on voit quand même qu'on a une certaine dose de réalisme de la part des entreprises anglaises qui voient bien qu'en fait, il y a peu de pricing power. Donc, la part des entreprises qui pensent pouvoir translater finalement cette hausse sur certains biens à la consommation au consommateur final, elle est très faible par rapport à d'autres pays. Donc, clairement, aujourd'hui, la question reste assez pragmatique, surtout que quand on regarde le budget sur la slide d'après, on a aujourd'hui un budget qui est quand même encore très orienté Covid-19. Donc, on a 2% du PIB qui est en fait la prolongation des mesures qu'on avait en place avant, jusqu'à fin septembre la plupart. Donc, c'est quand même intéressant de voir, et c'est un petit peu forward-looking d'une certaine manière, que finalement, oui, on arrive à avoir une immunité collective au mois de mai, on réouvre au mois de juin, mais on garde toutes les mesures de soutien jusqu'à fin septembre. Donc, on a ce laps de 3-4 mois entre la fin de la supposée fin, en tout cas, ou sortie de crise sanitaire, et la fin des dispositifs étatiques de soutien. On a eu cette hausse du salaire minimal, à peu près 8,7%, et vraiment le stimulus en lui-même, qui pourrait en fait finalement stimuler ce changement de chaîne de valeur, il est de seulement 1,2% du PIB. Donc vraiment, mais même si on veut comparer ces 3,2% du PIB, rappelez-vous, les États-Unis font 9% du PIB. La France fait 4,5%, l'Allemagne à peu près pareil. Donc effectivement, on est sur des montants assez faibles et on est sur une consolidation budgétaire qui s'entame. Donc en fait,
finalement, on est aujourd'hui au Royaume-Uni assez en avance par rapport aux autres, aussi sur la consolidation des finances publiques. Et donc, c'est quelque chose de nouveau puisque personne n'en parle, mais en tout cas, le Royaume-Uni commence à partir de 2022 avec la taxe, l'imposition des ménages et en 2023, l'imposition des grandes entreprises sur le taux IS qui passe effectivement à 25%. 25%, c'est la moyenne européenne. Ce n'est pas beaucoup, mais ça donne déjà moins de compétitivité de ce côté-là. Et on sait très bien que la fiscalité, c'était un fort point pour la compétitivité du Royaume-Uni. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce 130% d'hyperamortisation qui est en effet, selon nous, un facteur accélérateur pour l'investissement des entreprises. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on attendait une croissance à 2 chiffres, puisqu'il est accompagné du financement. Un financement garanti par l'État jusqu'à 10 millions de livres jusqu'à la fin de l'été. Donc, effectivement, le Royaume-Uni aujourd'hui est conscient du fait que les banques seront probablement pas assez à l'aise pour donner du financement sans avoir les garanties étatiques derrière. Donc, c'est quelque chose que pour l'instant, la France ou l'Allemagne n'ont pas encore mis en place. Ces nouveaux PGE, finalement, qui s'appellent les PGE de reprise. Et donc, on est presque à la fin de la présentation, mais juste pour faire un point sur cette augmentation du salaire minimum sur la slide d'après, je pense que c'est important puisqu'on sait très bien qu'en fait, finalement, le Royaume-Uni était fort par rapport à sa fiscalité, mais était aussi fort par rapport à sa flexibilité du marché du travail. Le coût du travail dans l'ensemble, vraiment aussi lié à une fiscalité du travail moins élevée, mais aussi la flexibilité avec laquelle on pouvait opérer la réduction d'activité. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est pas compétitif du tout d'un point de vue salaire minimum par rapport à la moyenne européenne, surtout avec cette hausse qui s'est opérée à partir du début de l'année. Et les salaires accélèrent. Les salaires accélèrent assez fortement quand on regarde le graphique sur la droite. Et quand on va sur la slide d'après, c'est aussi une question de pénurie de main-d'œuvre et du fait qu'en fait, depuis le Brexit, il y a eu beaucoup moins d'immigration, force de travail étrangère, qui est allée au Royaume-Uni. Ça se passait avant la pandémie et évidemment, la pandémie a accéléré cette tendance. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pénuries sur certains secteurs clés, surtout quand on parle de chaînes de valeur domestique. Donc, dans le manufacturier, par exemple, on a la part la plus élevée des jobs qui sont vacants, tout comme dans la construction. Et on sait très bien que ce sont des secteurs pour lesquels le Royaume-Uni avait besoin de la force de travail européenne. Donc, c'est encore, pour moi, quelque chose qui va peser sur le cycle futur d'investissement, donc 2022 et après. Et c'est une conséquence du Brexit qui va rester s'il n'y a aucun changement sur l'immigration qui s'opère. Et pour finir, j'ai une slide avec les prévisions. Donc, vous voyez ici nos prévisions économiques. Donc, au niveau mondial, on a une croissance de 5,1. C'est une croissance qui est quand même assez forte et qui a été révisée à la hausse, mais il faut savoir qu'il y a quand même une forte part, donc à peu près 40%, qui est expliquée par les États-Unis, donc évidemment le plan Biden. La zone euro qui reste un petit peu stable. Le Royaume-Uni, où on a révisé à la hausse du fait de cette réouverture plus rapide de la vaccination, grâce à la vaccination. Donc, on est aujourd'hui à 3,7. Mais ce 3,7 au Royaume-Uni et ce 5,9 en 2022, vous voyez, en fait, ce n'est pas assez, selon nous, pour récupérer jusqu'au niveau pré-crise. Donc, probablement, on doit attendre jusqu'en 2023 au Royaume-Uni parce que, encore une fois, certes, il y a des effets de rattrapage assez forts et vous voyez la pente qui est très forte de la courbe violette, mais on voit bien que ça s'essouffle puisque les effets de rattrapage vont se finir. La consolidation budgétaire commence en 2022 et le Brexit est toujours là. Donc, on a, encore une fois, un décalage par rapport à l'Europe, sans parler des États-Unis qui, eux, vous voyez, en fait, le stimulus Biden les aide à passer au-delà de cette trajectoire de croissance qu'ils avaient avant la crise. Donc, c'est effectivement à court terme un momentum positif pour le Royaume-Uni, mais à moyen terme, il y aura toujours les effets du Brexit en absence des investissements très forts de la part du gouvernement et évidemment
tout simplement les effets négatifs Brexit à plus long terme. Voilà. Anna. Peut-être, Charles, vous avez un certain nombre de questions et un certain nombre de commentaires suite à cette présentation extrêmement riche d'Anna Ouattara. Oui, merci Françoise et merci beaucoup Anna pour cette présentation. Je m'appelle Charles Lichfield, je suis là pour poser quelques questions au début, lancer le débat, mais surtout aussi pour lire les vôtres et les regrouper pour qu'elles soient aussi posées à Anna. Donc n'hésitez pas à envoyer des questions, comme le disait Diane, par le chat. Nous acceptons aussi les questions en anglais, bien sûr, bien que nous ayons pour l'instant maintenu l'exception française. Mais je vais commencer avec peut-être une question qui a déjà été posée par Michel de Fabiani sur le retour à la normale, le retour à la réalité. 2021 sera encore une fois, hélas, une année anormale. Et donc, on pourrait se demander si les effets du Brexit seraient peut-être masqués par la crise et la pandémie, ou peut-être empirés. Et donc, je me demandais si on pourrait peut-être commencer par cette question. Dès que nous aurons une année normale en 2022, est-ce que les effets du Brexit seront plus faciles à observer ou est-ce qu'ils seront plus petits? C'est une question tout à fait pertinente, puisque au-delà du Brexit et du Royaume-Uni, c'est un petit peu la même question qu'on se pose partout dans le monde. Probablement moins aux États-Unis grâce à ce stimulus, mais en Europe dans l'ensemble, puisqu'on est aujourd'hui avec des économies sous perfusion, des économies administrées dans tous les sens, et on ne sait pas quelle sera la fonction-réaction une fois que ces aides et ces dispositifs étatiques ne seront plus là. Et probablement, en 2022, ça sera le cas. Donc, de ce côté-là, effectivement, le Royaume-Uni a l'air de vouloir prolonger les mesures tant que nécessaire, mais en même temps, il se lance dans une optique de consolidation budgétaire plutôt que les autres. Donc, 2022, pour moi, ce sera un retour à la réalité, puisqu'on devrait avoir une normalisation de la demande. Aujourd'hui, on n'est pas dans un environnement normal. Aujourd'hui, avec les confinements qui sont encore en Europe, principal partenaire commercial du Royaume-Uni, on a des flux de biens bien entendu, puisque la demande n'est pas là. Donc, effectivement, je pense qu'on va avoir, encore une fois, dans l'absence des investissements très importants à la douane, que ce soit dans l'infrastructure digitale, par exemple, et dans la façon où les déclarations se font. On le voit bien aujourd'hui avec le rallongement jusqu'en octobre de l'absence de contrôle à la douane à l'importation, à quel point, en fait, on a le signal qu'ils ne sont toujours pas prêts. Et c'est quand même quelque chose qui nuit à la compétitivité des Anglais, puisqu'on laisse entrer n'importe quel bien sans être contrôlé, alors que eux, de l'autre côté, pour l'Europe, ils sont fortement contrôlés. Et donc, je pense qu'effectivement, si on aura en plus la normalisation de ces contrôles à la douane, donc du côté anglais aussi, à partir de 2022, c'est là où on verra les entrants et les sortants, et c'est là où on pourra avoir des frictions beaucoup plus importantes. Ce qui m'inquiète, moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est l'absence de communication du gouvernement quant à vraiment des plans d'infrastructure très importants. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On essaie de stimuler la demande domestique, l'investissement, la consommation, mais on ne fait pas grand-chose sur l'infrastructure, alors qu'on sait très bien, par exemple, que le plan Biden sur l'infrastructure sera annoncé cette semaine, ou bien de l'autre côté que l'Europe, avec son Recovery Fund, veut aussi investir dans l'infrastructure. Donc, il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Très bien. Peut-être pour rajouter une couche sur peut-être le manque de communication, l'opacité des processus actuels, on peut parler de l'accord en tant que tel. L'accord de coopération et de commerce est opérant, mais il n'est pas encore ratifié. Il est opérant à titre provisoire et la ratification devait se faire fin avril. Il y a un peu d'incertitude qui pèse là-dessus. Donc, peut-être que je pourrais résumer l'état des discussions avant de vous poser une question, Anna. Il y a 3 discussions importantes qui ont lieu en ce moment. D'abord sur l'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni est mécontent de la situation actuelle en Irlande du Nord. Il avait bien entendu accepté que l'Irlande du Nord ait un statut spécial pendant les négociations d'abord en 2019 et puis en 2020. Il a accepté que l'Irlande du Nord fasse partie
encore du marché intérieur européen et de l'espace douanier, mais les effets le rendent mécontent. Là je parle de Londres, veut que ce statut soit à nouveau clarifié pour que le commerce entre l'île de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord soit plus facile. L'Union européenne est prête à discuter, mais le débat est déjà un peu houleux du fait du rallongement, encore une fois récemment, par Londres, de son refus de faire des contrôles. Donc l'Union européenne a déjà mis en place des contrôles et le Royaume-Uni non. De manière unilatérale, Londres a prolongé son comportement actuel et l'Union européenne a déjà lancé une procédure d'infraction. Donc c'est assez tôt. On aurait pu espérer que ça ait lieu un peu plus tard. Et déjà, on est dans un processus d'infraction. Peut-être une bonne nouvelle, quelque chose de plus positif. Ce qu'on entend récemment, c'est que les négociations sont devenues un peu plus pertinentes, un peu plus constructives. Je parle des 2 dernières semaines. Donc, on peut espérer qu'il y ait des négociations qui se mettent en place. Le seul secteur vraiment qui est important dans ces échanges et qui pose problème, c'est les produits alimentaires, phytosanitaires. C'est là qu'il doit y avoir un accord et plus de clarification pour que les vérifications se fassent plus facilement. Donc, c'est ça, il faut regarder ça de près. Encore 2 points. Sur les services financiers, il y a déjà eu une question du président, de Thierry Drion. Il y a des négociations aussi qui se mettent en place. Alors, derrière un débat un peu houleux, c'est assez difficile de l'imaginer, mais là aussi, c'est devenu un peu plus constructif. Il devait y avoir un Memorandum of Understanding qui se mettait en place avant fin mars. Là, peut-être que la deadline sera loupée, mais au moins, il y a des discussions techniques qui ont abouti, qui ont réussi. Et maintenant, c'est le niveau politique qui doit assumer de parler des compromis possibles. Donc, je vais poser une question à Anna là-dessus dans une seconde. Mais juste le troisième volet, c'est bien entendu sur les vaccins. Là aussi, un débat très houleux en public, dans les médias, mais heureusement, un débat technique qui est devenu un peu plus constructif. Il y a un mois, je vous rappelle que à la fois Bruxelles et Londres se sont comportés de manière, on peut dire, peu constructive. Bruxelles menaçant d'interdire même les exports de vaccins en Irlande du Nord, le Royaume-Uni disant qu'il n'allait pas aider l'Union européenne alors qu'il avait un surplus de vaccins. Là aussi, c'est d'aller dans une direction tout petit peu plus constructive où les deux côtés, finalement, ont réalisé qu'ils avaient beaucoup d'interdépendance, à la fois l'Europe vis-à-vis des produits entrants britanniques et le Royaume-Uni vis-à-vis de l'Europe. Mais je vais retourner vers Anna pour poser une question sur les services financiers. Anna, est-ce que vous êtes finalement plus optimiste sur les équivalences qui pourraient se mettre en place ou est-ce que finalement on doit s'attendre à un accord assez minimal sur les services financiers? Bon, je pense que la direction qui prennent les négociations est assez divisée, donc parce que effectivement l'Europe, comme d'habitude, est très exigeante. Donc les équivalences sont vraiment des équivalences dures, mais qui font pas vraiment sens pour vraiment les autorités britanniques, parce que Brexit, bon, ben voilà, autant avoir plus de liberté de ce point de vue. Donc je pense qu'en fait, ils sont partis dans une optique de se réinventer sur les services financiers. Effectivement, l'Europe occupe une part assez importante d'accord dans les exportations de services financiers pour le Royaume-Uni, mais il faut aussi se tourner vers d'autres types de produits, que ce soit le verre, le EG. On a eu dans le stimulus effectivement déjà une annonce sur les obligations vertes, par exemple, ou un produit d'épargne vert, quelque chose qu'on n'a pas encore en Europe. Donc, ils sont quand même one step ahead sur l'innovation. Il y a évidemment toujours l'ouverture vers la Suisse, l'ouverture vers l'Asie, que ce soit Hong Kong ou d'autres pays, mais aussi les États-Unis. Donc, je pense qu'en fait, déjà du côté britannique, ils ne sont pas prêts à se mettre dans un cadre trop restrictif. On a entendu aussi des règles qui ont été changées sur les listings, sur les IPO, parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, il faut qu'ils deviennent plus compétitifs pour d'autres marchés que l'Europe. Mais de l'autre côté, l'Europe fait la dure, mais elle n'est pas prête à vraiment rapatrier toutes les opérations aujourd'hui. Donc, c'est là où il y aura un compromis, puisque quand on parle des chambres de compensation sur les dérivés,
on voit bien qu'on n'est pas encore prêt. On essaye d'avancer sur la bourse de Francfort, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Quand on parle de tout ce qui est produits dérivés en euros, on a bien vu qu'il y a quand même une grosse partie qui est allée aux États-Unis, puisqu'on a une équivalence avec les États-Unis. Donc, on a bien vu qu'en fait, finalement, les opérateurs privés, quand ils peuvent avoir le choix, ne choisissent pas forcément l'Europe continentale. Et donc, dans ce sens-là, ils essaient de finalement rendre ça un petit peu coercitif. Donc, il y a quelques pays, dont la France, qui se mettent en marche pour pouvoir un petit peu changer la loi européenne qui, en fait, ne contraignent pas aujourd'hui tous les opérateurs qui font du trading en euros de le faire en Europe continentale, ou en tout cas en zone euro. Et donc, pour l'instant, ce changement de loi n'est pas fait, mais ça envoie un signal assez clair pour moi, qui est qu'on veut effectivement forcer tous les opérateurs de ramener toutes les opérations en euros ou qui sont faites pour le compte de l'Europe en Europe. Mais ce n'est pas quelque chose vraiment gagné, surtout dans l'absence du marché de capitaux unique. Donc, et puis, évidemment, ça serait vraiment de se contenter de peu, de dire, bon, bah, on veut tout relocaliser et puis après, basta. Donc, il faut vraiment aller plus loin. Et c'est là où l'Europe a toujours un coup de retard parce qu'on n'arrive pas à se mettre à jour. Mais je pense que les négociations ne seront pas simples. Et je pense qu'effectivement, il n'y aura pas d'équivalence, mais probablement aussi parce que le Royaume-Uni va dire non, en fait, on n'accepte pas les conditions. Donc voilà, on est prêt à ne pas continuer les opérations au compte de l'Europe. Donc, c'est quelque chose qui va nous occuper, je pense, pendant les prochains mois et que j'appelle le Brexit 2.0. Donc, à suivre. Mais en tout cas, avec ce memorandum d'understanding, au moins, on a un cadre. Et sur ce cadre-là, on verra, comme sur l'autre Brexit, comment les négociations vont se poursuivre. Super, merci. Je rajouterais juste à cela que dans le chat, Jimizou fait bien de rappeler qu'il y a certaines équivalences et certaines fenêtres de transition qui ont été prolongées au-delà de la fin de d'une grande période de transition fin décembre. Et donc, comme le disait Anna, alors que le Memorandum of Understanding est là, mais qui n'est pas très ambitieux, et qu'il y a des décisions qui se prennent de relocalisation vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Asie, c'est vrai que l'effet du Brexit n'est pas encore tout à fait perceptible et que ça deviendra sans doute plus difficile. Mais bon, il faut quand même suivre ce qui se passe dans le cadre des discussions. Encore deux petites questions. Charles, deux petites questions et on clôture. Charles, deux petites questions. Deux petites questions avant de clôturer. Oui, très bien. Et j'espère que j'ai bien vu toutes les questions dans le chat. Anna parlait très rapidement de l'Asie. Peut-être une question sur le potentiel du Royaume-Uni à négocier d'autres accords pour pallier à ce qu'il perdra avec l'Europe. Donc, on peut parler de l'Asie, de la Chine et des États-Unis. Très rapidement, bien entendu, mais il y a peut-être une question là-dessus. Et la dernière question, on y a un peu touché pendant la présentation, la possibilité du Royaume-Uni d'organiser sa propre relance. Aux États-Unis, il y a le plan Biden, dont Anna a dit qu'il serait peut-être un peu trop volumineux. Il y a le Next Generation EU et les plans de relance européens. Mais je me demandais si le Royaume-Uni n'en faisait pas peut-être trop peu. On a parlé du budget, mais est-ce qu'on voit peut-être le Royaume-Uni s'organiser une espèce de plan de relance à la britannique et qu'en serait-il? Donc d'abord sur les échanges et les potentiels d'accords commerciaux et ensuite sur la relance au Royaume-Uni. Pour les États-Unis, c'est vrai que c'était une promesse que Boris Johnson avait faite pendant les derniers mois de négociations, même pendant toute la campagne Brexit. Et avec l'arrivée de l'administration Biden, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on négocie assez vite un accord de libre-échange avec les États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, quand on écoute les opinions des États-Unis, on comprend bien que ce n'est pas une priorité. Donc, ce n'est pas probablement quelque chose qui va arriver avant 2023. Donc, ce n'est pas tout de suite là et ce n'est pas là pour compenser justement les pertes à l'exportation et retrouver un autre marché à l'exportation. Donc, ça, c'est clairement une déception et c'est aussi probablement une déception plus large pour l'Europe parce que même l'Europe, elle n'a pas l'air d'avancer assez vite avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'elle pensait avant l'arrivée de l'administration Biden? Donc, il y a toujours cette obsession pour la Chine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais en tout cas, sur le dernier document
des affaires étrangères de l'administration Biden, la Chine est plus citée que l'Europe. Donc finalement, on voit bien qu'il y a toujours le couple États-Unis-Chine. Et Chine, pour revenir à la Chine, bon, forcément, la Chine, c'est toujours un pays qui va importer de plus en plus, finalement, puisqu'en plus, ils sont dans un changement de modèle économique encore différent de ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Le dual circulation qui veut dire qu'en fait, ils veulent devenir plus autosuffisants aussi par rapport à leur chaîne de valeur domestique ou régionale. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer à importer. Donc, ça reste quand même vraiment un marché à l'exportateur prometteur. Et de ce point de vue, forcément, le Royaume-Uni, encore parce qu'ils ont des liens beaucoup plus forts que l'Europe continentale a avec la Chine, aurait intérêt à regarder s'il y a des accords en place. Mais effectivement, politiquement, ça ne semble pas vraiment la priorité du côté du Royaume-Uni. Donc, pour l'instant, on n'entend pas vraiment quelque chose se dessiner. Mais en tout cas, encore une fois, dans l'enquête qu'on avait faite auprès des entreprises, malgré cette disruption des chaînes de valeur dues à la pandémie versus l'Asie et la Chine qui a révélé cette volonté de relocaliser, les entreprises anglaises n'avaient pas trop envie de le faire. Donc, de toute façon, ils sont bien conscients que cette relation va continuer. Après, effectivement, c'est une relation qui peut être beaucoup plus facile et moins chère. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui se dessine. Et 30 secondes sur la relance au Royaume-Uni avant de passer la parole au président. La relance au Royaume-Uni, je pense que l'année dernière, on a été positivement surpris par toutes les mesures qui vraiment ont porté leurs fruits, qui ont aidé les marges des entreprises à ne pas baisser, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en France, où on a l'impression qu'on a fait vraiment beaucoup, mais probablement, ce n'était pas assez bien ciblé. Par contre, sur la relance, on est quand même assez déçus. Donc, effectivement, on est sur des montants très faibles, beaucoup plus faibles que les attentes, et surtout, le discours est assez conservateur dans l'ensemble. Donc, est-ce qu'il y a un autre type de relance qui va s'opérer justement sur les services financiers une fois qu'on aura un statut sur cette équivalence avec l'Europe? C'est possible. Mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment l'air d'être à l'agenda. Donc, on verra. Pour l'instant, j'étais quand même assez surprise de voir leur élan de consolider alors qu'on est en 2022 à peine sorti probablement, et encore, il y a de l'incertitude de la crise sanitaire. Mais effectivement, s'ils ne le font pas, et encore une fois, l'infrastructure à la douane, donc c'est ce type d'investissement, c'est aussi très important, et les services financiers. Donc peut-être qu'ils vont cibler des choses, mais pour l'instant, ils sont en fait dans ce discours à l'allemande, si je peux l'appeler comme ça. Donc, je ne vois pas vraiment une grande relance se dessiner. Merci beaucoup, Anna, et je laisse la parole au président de la Chambre, Thierry Dry. Merci, Charles. Chère Anna, merci infiniment au nom du Cross Channel Institute et de la Franco-British Chamber, parce que c'est très exactement ce que nous souhaitons faire avec le Cross Channel Institute, avec Françoise et toute l'équipe. C'est faire en sorte de pouvoir éclairer la route, faire en sorte de pouvoir arriver à décoder et faire en sorte de pouvoir le mieux possible anticiper, faire preuve d'agilité dans cette période qui est pour le moins mouvementée. Donc, merci pour ces éclairages, merci pour cette analyse et merci pour votre partage d'expérience. Alors, je voudrais peut-être juste très rapidement clôturer, et j'ai deux mots en vous écoutant qui me viennent en tête. Ces deux mots, c'est optimisme et réalisme. Alors, pourquoi l'optimisme? Parce que d'abord, il fait beau, hein, le printemps est là, les arbres sont en train de bourgeonner et on a tous besoin de voir un peu ce renouveau, on va dire cette montée de sève. Mais au-delà de cette métaphore, il y a évidemment le vaccin. Et le vaccin est la sortie de beaucoup de problèmes. Et songez simplement qu'un vaccin, normalement, c'est 8 à 10 ans, et que cette formidable construction de l'intelligence collective, cette innovation collective a permis de faire en sorte qu'en l'espace de moins d'un an, nous nous trouvions non pas avec un vaccin, mais avec 8 vaccins au niveau mondial. Et ça, c'est une formidable source d'optimisme. Et par rapport à ça, je note la position de nos amis britanniques, et monsieur l'ambassadeur la semaine dernière nous le rappelait, qui a et je le félicitais sur le fait qu'ils ont vraiment, j'allais dire au niveau du continent, au niveau du territoire européen, une position vraiment de leading edge, de best in class, hein, et ils ont véritablement mis ça en priorité.
Et monsieur l'ambassadeur nous disait que c'est, d'un point de vue logistique, la plus grosse opération logistique des Britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale, d'accord, et prise en charge notamment par l'armée. Donc peut-être que c'est une source d'inspiration pour les uns et les autres, en tout état de cause. C'est assez remarquable et il faut le souligner. L'autre raison d'être positif, c'est que je pense qu'il va y avoir des vents favorables. Et vous l'avez dit au travers des différents chiffres, chère Anna, il va y avoir des vents favorables parce qu'on sait que l'économie est aussi, j'allais dire, mue par de la psychologie. Et tout ce cash disponible, toute cette épargne disponible, etc., va ressortir. Et cette épargne va relancer quelque part cette machine qui est aujourd'hui endormie. Et on sait que l'effet psychologique est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a ce besoin et cette volonté de consommer et qu'on va faire face à une volonté de surconsommation dans les prochains mois et dans les prochains trimestres. Deux derniers éléments d'optimisme. Vous avez parlé des États-Unis. Ce plan de relance de Joe Biden avec 1 900 milliards de dollars et tout simplement, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est quand même les États-Unis qui irriguent l'ensemble de l'économie mondiale et qui donnent un tempo. Et donc, ça crée un phénomène de vent favorable très, 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 très optimiste. Et puis, le dernier élément, et vous l'avez rappelé, c'est que nos amis britanniques sont dans une situation compliquée. Je ne parle pas de la partie sanitaire, je parle de la partie économique, hein, en faisant des choix qu'ils assument. Mais je note quand même cette résilience extraordinaire, notamment dans le moral de nos amis britanniques. Et je trouve que ça, c'est aussi une source d'optimisme. Alors maintenant, réalisme. Réalisme d'abord parce que nos amis britanniques ont fait des choix et que ces choix, ils ont un impact sur la monnaie et notamment sur le fait que eh bien, les produits britanniques, ou en tout cas, les prix sont haussiers et donc par rapport à ça deviennent moins compétitifs. Je pense que les mesures douanières qui ont été mises en place contribuent aussi à faire en sorte que cette fluidité des échanges soit pour le moins un peu plus difficile. Mais vous l'avez rappelé en demi-mot, chère Anna, le Brexit, il faut que tout le monde ait conscience du fait que ce n'est pas juste un événement, juste une date, le 24 décembre 2020. C'est un process. C'est un process qui va durer, c'est un process qui va se mettre en place avec notamment la renégociation de ces 682 traités bilatéraux et multilatéraux. Et par rapport à cela, c'est quelque chose qui prendra du temps. Vous avez parlé tout à l'heure du secteur financier, mais il n'aura échappé à personne que la bourse londonienne a perdu son leadership au profit d'Amsterdam. Et c'est quelque chose d'assez important. Vous parliez des chambres de compensation. Les chambres de compensation, c'est 750 milliards d'euros de transactions économiques par an. Bon, aujourd'hui, cette chambre de compensation, elle demeure, je crois, pendant encore quelques 12 ou 18 mois. Mais après, une solution devrait être trouvée. Donc, je pense que par rapport à ça, il y a eu un certain nombre d'équilibrages au niveau financier qui vont, à mon avis, se poursuivre. Mais il y a quand même, j'allais dire, ce réalisme des marchés financiers qui finalement décident et sont capables d'opérer des changements assez significatifs. Voilà, donc globalement, optimisme, mais réalisme. Je pense que pour les entrepreneurs et les entreprises que nous sommes, c'est l'opportunité de pouvoir anticiper autant que faire se peut c'est cette période qui s'ouvre devant nous. J'ai envie de dire, the best is to come soon. Soyons prêts à accélérer, soyons prêts à être agiles, soyons prêts à faire en sorte de mobiliser nos équipes sur ces opportunités de business. Songeons simplement pour terminer que nos amis britanniques restent plus que jamais d'abord nos amis, nos voisins, d'un point de vue géographique, et puis des partenaires extrêmement importants, puisque avec plus de 100 milliards de transactions économiques qui ont été réalisées en 2019, comme l'a démontré le baromètre du Cross-Channel Institute, ce sera effectivement affecté en 2020, mais reste un partenaire économique, de transactions économiques et de relations économiques très, très important. Voilà. Mes chers amis, je vous souhaite une très, très belle journée ensoleillée. Profitez de cette belle journée et de ces températures ô combien estivales, quasiment uniques. Merci Charles, merci chère Anna.
Merci à toute l'équipe du Cross Channel Institute et passez une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.